Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, je vous présente un livre de Madame Marine Le Pen, qui s'intitule « Pour que vive la France ». C'est un livre écrit en 2012. Marine Le Pen n'a pas republié de livre de campagne pour sa campagne 2017. Sans doute a-t-elle considéré que le livre de 2012 suffisait à la définir. Alors, c'est la dernière fiche de lecture que je fais sur les ouvrages des grands candidats, puisque j'ai déjà fait 2 fiches de lecture sur les ouvrages de Monsieur Fillon, Faire et vaincre le totalitarisme islamique, une fiche de lecture sur le livre de campagne de Monsieur Mélenchon, une sur le livre de campagne de Monsieur Hamon, une sur le livre de campagne de Monsieur Macron. Et donc avec Marine Le Pen, je boucle les grands candidats. Je ferai dans quelques jours une fiche de lecture omnibus, si j'ose dire, sur les écrits des petits candidats. Je parlerai de tous à l'exception de Madame Artaud, qui n'a rien écrit. Donc là, je suis dispensé de fiche de lecture. Et puis, avec tout ça, on en aura enfin fini avec les livres d'hommes politiques qui sont, il faut bien le dire, pas toujours passionnants. Mais revenons à Madame Le Pen. Alors en fait aujourd'hui je vais un peu vous faire 2 livres pour le prix d'un, parce que avant d'écrire Pour que vive la France en 2012, Madame Le Pen avait écrit À Contreflot en 2006, qui est une autobiographie. Donc si vous permettez, on va commencer par À Contreflot, parce que c'est intéressant de saisir la pensée de Madame Le Pen dans sa dynamique, comment elle a évolué entre 2006 et 2012. Donc dans Un Contreflot, qui a été écrit, je crois, avec l'aide discrète de M. Péninck, Marine Le Pen décrit d'abord son enfance, son adolescence, qui sont évidemment une enfance et une adolescence un peu particulières, puisqu'elle est la fille de Jean-Marie Le Pen. Alors il y a clairement un événement qui l'a beaucoup marqué, c'est l'attentat contre l'appartement familial, quand elle avait 8 ans. L'immeuble a été dynamité, il n'y a pas eu de mort, mais c'est un véritable miracle. Et dès ce moment-là, elle a pris conscience, donc très jeune, de ce que voulait dire la politique, de ce que voulait dire la violence politique. Ensuite, adolescente, elle a été confrontée à l'agressivité des gens qui n'aimaient pas le discours de son père, en particulier dans l'éducation nationale. Étudiante, à nouveau, elle a été confrontée au même phénomène. Et dans un premier temps, elle a voulu échapper à la politique parce qu'elle avait envie de pouvoir faire sa vie, de pouvoir vivre normalement. Et puis ce qu'elle explique, c'est qu'assez vite, elle s'est rendue compte que quand on portait le nom Le Pen, dans la France des années 80-90, c'était pas tellement possible en fait de faire une vie normale. Je pense qu'elle n'exagère pas, j'ai vécu ces années-là. Marine Le Pen et moi, nous sommes nés la même année. Donc je peux tout à fait confirmer qu'il y avait dans la France de cette époque-là vraiment un ostracisme, presque une persécution, contre les gens du Front National. Moi je n'appartenais pas au Front National, mais mon père y appartenait, et j'ai voté Front National à partir de 97 tout le temps. Avant, je votais parfois FN, parfois autre chose, mais je n'avais jamais caché que j'avais des opinions qui pouvaient, dans certains cas, concorder avec celles de Le Pen, et on me l'a fait payer, ça j'en suis, comment dire, témoin, je l'ai vu. Donc je me doute bien que s'appeler Marine Le Pen dans la France des années 90, ça devait être effectivement très difficile, et je veux bien la croire sur parole quand elle dit en quelque sorte que si elle a fini par entrer en politique, c'est parce qu'elle a compris que de toute façon, la réalité de la société française allait l'y ramener nécessairement. Elle explique qu'elle est entrée au Front National peu de temps avant la scission de 98 et que son travail était de monter un service juridique. Alors là, je suis plus circonspect, je pense qu'elle ne dit pas tout. J'ai lu un livre sur elle, un livre d'ailleurs assez contestable, et c'est pour ça que je ne le présenterai pas, qui s'appelle Marine est au courant de tout. Mais il y a 2-3 détails dans ce livre avec lesquels je suis assez d'accord, et en particulier les auteurs disent que en fait c'est surtout l'adjoint de Marine Le Pen à l'époque qui a monté le service juridique, que son vrai travail était ailleurs,
et que, en tant que fille de son père, elle avait été un peu placée là aussi pour verrouiller l'appareil du parti. Je le crois volontiers, ça me paraît logique. Quoi qu'il en soit, en 1998, le Front National a vécu une scission très conflictuelle qui faisait suite aux élections régionales. Alors pour ceux qui ne se souviennent pas ou qui sont trop jeunes pour pouvoir se souvenir de ce qui s'est passé à ce moment-là, en 1998, le Front National a été en situation de faire perdre un certain nombre de régions à la droite d'affaires française. Mais si la droite d'affaires passait un accord avec le FN, elle pouvait garder un certain nombre de régions. Et dans un certain nombre de régions, effectivement, des accords ont été conclus. Des accords conclus souvent, on va dire, avec la bénédiction ou sous l'égide du numéro 2 du FN de l'époque, qui était Bruno Maigret. Visiblement, ça n'a pas plu à Jean-Marie Le Pen, qui a plus ou moins dit « moi je veux bien, mais à ce moment-là, il faut que le FN aussi il gagne quelque chose dans ces accords, donc je veux une région », et bien entendu, ce qu'il voulait, c'était PACA pour lui-même. Est-ce que c'est ça qui a fait capoter la dynamique d'alliance entre la droite d'affaires et le FN, ou est-ce que, de toute façon, ça aurait capoté? C'est difficile à dire. Mais en tout cas, ça a capoté. Et à partir de là, entre les gens qui étaient prêts à s'allier avec la droite d'affaires, autour de Bruno Maigret, et les gens, en fait, qui n'avaient pas envie de cette alliance, autour de Jean-Marie Le Pen, la tension a commencé à monter. Et fin 98, un point de rupture a été atteint, il y a eu une scission très conflictuelle. Et c'est à ce moment-là qu'il a fallu que Marine Le Pen fasse un choix. Elle a choisi le camp de son père, et à l'époque, sans doute, beaucoup de gens ont pensé qu'elle faisait ce choix-là, en quelque sorte, par piété filiale, parce que c'était le camp de son père. Mais la suite a bien montré que c'était pas le cas, puisque quelques années plus tard, elle s'est brouillée avec son père parce qu'elle lui a préféré sa ligne politique. Donc c'était pas simplement une question de « je suis la fille de mon père », c'était aussi une question d'opinion, c'est ce qu'elle explique dans À Contre-Flot, et là-dessus je pense qu'elle dit la vérité, parce que la suite a montré qu'elle était cohérente là-dessus. Dans À Contre-Flot, la deuxième partie du livre est consacrée à exposer la sensibilité politique de Marine Le Pen à l'époque. Alors elle n'est pas encore patronne du Front National, mais elle commence, au moment où À Contre-Flot est publié, à s'imposer comme chef de file d'un courant qu'on pourrait appeler national-souverainiste. C'est un courant qui est anti-mondialisation, c'est un courant qui embraye sur les difficultés concrètes des Français des classes populaires, et c'est un courant qui s'émancipe assez fortement du discours d'extrême droite qui est en quelque sorte hérité par le Front National des années 2000 depuis le Front National des années 70 via celui des années 80-90. Mais il faut bien voir qu'avec Marine Le Pen, c'est une autre génération qui arrive aux affaires à l'intérieur du FN. Et d'ailleurs, quand on lit son autobiographie, on comprend une chose qu'elle ne dit pas, mais qu'on sent quand elle évoque les événements, qui est que il y a sans doute eu un phénomène générationnel à ce moment-là assez fort au Front National. On pourrait dire que si le Front National a évolué plus vite que le reste de la société française, et en particulier s'il a évolué beaucoup plus vite que le regard que le reste de la société française portait sur lui, à partir des années 2000, c'est probablement en partie parce que si on regarde bien la pyramide des âges de l'électorat et de la base militante du FN, je crois qu'il est assez net qu'en fait on a des fondateurs qui sont des gens nés avant la Seconde Guerre mondiale, dont certains avaient vécu la Seconde Guerre mondiale comme des adultes, d'autres comme des adolescents, dont certains avaient effectivement été des collaborateurs du régime de Vichy, voire des collaborateurs engagés aux côtés de l'Allemagne nazie, quoique ça soit beaucoup plus rare, je crois. D'autres aussi avaient été des résistants contre l'occupation allemande, parce que les choses ne sont jamais simples. Vous avez des résistants contre l'occupation allemande qui sont donc en 1944 dans le camp, on va dire, institutionnel républicain, de facto, qui font ensuite les guerres de décolonisation, et qui là, pour des raisons complexes, entrent en rupture avec ce camp, et qu'on va retrouver dans les années 70,
côte à côte avec d'anciens de la collaboration dans ce Front National des années 70, qui en fait est un peu, à l'époque, le conglomérat des perdants des luttes politiques des années 40, 50, 60 en France. Cette génération-là tient encore le FN avec Jean-Marie Le Pen dans les années 2000. La génération suivante, qui est la génération du baby-boom, qui est la génération de quelqu'un comme Bruno Maigret, n'a jamais été très nombreuse au FN, parce que la croissance du FN s'est effectuée dans les années 80, et dans les années 80, qui le FN a-t-il entre guillemets récupéré? Eh bien les gens qui avaient des problèmes avec la société française des années 80, parce qu'un parti d'opposition radicale va forcément récupérer les gens qui ont des problèmes. Qui avaient des problèmes? Pas les baby-boomers. Les baby-boomers se sont insérés dans la société française sans difficulté dans les années 60-70. Donc dans les années 80, il y en avait bien sûr, mais il n'y en avait pas beaucoup qui avaient des problèmes et qui allaient spontanément aller vers un parti d'opposition comme le FN. En revanche, il y a eu des bataillons importants d'enfants de ma génération, en quelque sorte, la génération X. Parce que nous, quand nous sommes arrivés dans la vie active au début des années 90, nous avons eu des problèmes, beaucoup moins graves que ceux qu'ont rencontrés 10, 15, 20 ans après les enfants de la génération Y, qui eux en ont vraiment pris plein la gueule, mais déjà nous avions des problèmes. Et ça a fait qu'il y a eu une vague importante d'enfants de la génération X au FN. Et ce qui s'est passé avec Marine Le Pen, et ça on le pressent quand elle explique son rôle à la tête de génération Le Pen, dans un Contre-Flot, ce qui s'est passé, c'est que, alors que le reste de la société française, dans ces années 2000, glissait depuis une génération dirigeante née avant la Seconde Guerre mondiale, la génération Chirac, vers une génération dirigeante de baby-boomers, la génération Sarkozy-Hollande, en quelque sorte, le FN a sauté le baby-boom, et c'est directement des enfants de la génération X, Marine Le Pen et les gens autour d'elle, qui se sont emparés de l'appareil du parti assez rapidement. Ça, c'est un phénomène qui explique, je crois, pas mal de choses sur l'évolution a priori surprenante par sa rapidité du FN, qui est passé presque sans transition du discours d'extrême droite traditionnel à ce discours national souverainiste de Marine Le Pen, tel qu'elle l'expose déjà de façon approximative dans À Contre-Flot. Ce qui nous amène à Pour que vive la France. Pour que vive la France est écrit donc 5 ou 6 ans plus tard, et on peut dire qu'à ce moment-là, la pensée de Marine Le Pen s'est formée. Elle a passé le cap de la quarantaine, c'est à peu près le moment où une pensée politique devient vraiment solide, et elle écrit un livre, avec Pour que vive la France, qui est d'un niveau théorique sensiblement plus élevé, effectivement, qu'à Contre-Flot, qui était, il faut bien le dire, assez faible sur le plan théorique. Donc, dans Pour que vive la France, Marine Le Pen, d'abord, développe un style qui est un peu particulier, qui, je crois, correspond à une déformation professionnelle. À la base, c'est une avocate. Et on voit très bien que son livre est construit en fait comme une suite de plaidoiries. C'est-à-dire qu'elle se donne des thèses à défendre, et elle les défend, avec un certain talent d'ailleurs, c'est assez bien écrit, je ne sais pas si elle a été aidée, probablement, parce que vu les agendas des hommes politiques, ils n'ont pas le temps d'écrire réellement un livre, mais je pense qu'elle a quand même diffusé son esprit, elle a dû en rédiger au moins une partie, c'est assez bien écrit, c'est assez bien fait. Cela dit, on voit en même temps que ce mode de pensée, qui est celui d'une fonceuse, au fond, de quelqu'un qui prend les sujets à bras-le-corps et qui est assez, assez direct et qui va s'impliquer très facilement, ce mode de pensée a quand même un point faible. Naturellement, il engendre un manque de vision à 360 degrés. Je pense que ça explique aussi en partie le choix de Marine Le Pen de s'appuyer sur un numéro 2 comme Florian Philippot. À mon avis, je ne les connais pas, hein, je n'ai jamais posé le pied dans l'appareil du Front National, mais à mon avis, sur ce que je peux sentir dans ce bouquin, Marine Le Pen va avoir besoin de quelqu'un comme Philippot pour avoir un esprit de synthèse à côté d'elle, quelqu'un qui aura une vision à 360 degrés. Ça doit tout simplement l'aider à se structurer. Parce que son mode de fonctionnement, je me donne une cause et je la défends, je me donne une cause et je la défends, doit l'empêcher de prendre suffisamment de recul. Alors maintenant, si on vient sur le fond,
Bon, ce qui est très clair, c'est qu'en 2012, vraiment, elle est complètement sortie du discours d'extrême droite. C'est même plus un positionnement national souverainiste, c'est carrément un positionnement nationaliste de gauche. Elle cite un passage de Karl Marx, pas évidemment pour prôner le communisme scientifique, mais dans son analyse du capitalisme. Les références de son livre, Michéa, Serge Halimi, Emmanuel Todd, qui a dû être absolument ravi de se retrouver dans un bouquin de Marine Le Pen, c'est un livre de nationalistes de gauche. Alors, vous savez, Henri de Lesquen a dit dans une interview célèbre, Marine Le Pen est une femme de gauche, elle aime danser sur de la musique nègre. Bon, ça c'est Henri de Lesquen, on l'adore, mais c'est une femme de gauche non pas parce qu'elle danse sur de la musique nègre. Enfin, je veux dire, moi-même personnellement, je me considère comme un mec de droite modérée, et j'ai tout Miles Davis dans ma discothèque, hein, donc ça fait pas, enfin je veux dire, c'est pas pour ça que je suis de gauche, d'accord. euh, le, non, c'est effectivement une femme de gauche parce que elle fait une analyse qui s'appuie sur des références de mecs de gauche, de mecs classés à gauche dans le spectre politique français. Des Michéa, des Halimi, des Todd, ce ne sont plus les références de l'extrême droite française. Elle donne son objectif, et là on retrouve le phénomène générationnel, elle veut mener le peuple français sur le chemin de la Renaissance. Vous voyez que Marine Le Pen, c'est quelqu'un qui se tourne plutôt spontanément vers l'avenir. Ça aussi, c'est une rupture avec l'ancien Front National, qui était un parti où on vous parlait souvent de ce qui s'était passé en 1962 en Algérie. Ok, on sait qu'il s'est passé des choses graves en 1962 en Algérie, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'avenir. Il y a quelque chose comme ça quand même dans son livre. Quelle est l'analyse qu'elle présente? Je vais la résumer en quelques phrases. C'est pas la peine d'approfondir parce qu'elle est très bien connue maintenant et elle est très claire. Le mondialisme, c'est une idéologie au service du marché mondial. Cette idéologie promeut un libre-échange et une libre circulation de tous les flux d'hommes, de capitaux. Le résultat concret, c'est l'écrasement du salariat. C'est cet écrasement du salariat qui provoque la spirale de la dette, d'abord de la dette privée, parce qu'on remplace les salaires par de la dette privée, puis de la dette publique, parce que pour relancer la machine, les États sont obligés de s'endetter dans ces conditions. Cette dette entraîne la fragilisation des États-nations, et cette fragilisation des États-nations entraîne finalement la destruction du cadre naturel de la démocratie, parce que s'il n'y a plus d'États-nations, à l'intérieur de quelle institution, à l'intérieur de quelle instance, le peuple pourra-t-il être souverain? Dans ce cadre, l'immigration est pensée comme une stratégie pour diviser le peuple contre lui-même, et Marine Le Pen effectue à ce moment-là une révolution copernicienne dans le discours du Front National, puisque elle ne dit plus l'objectif du Front National, pour dire les choses simplement, c'est quand nous arriverons, ils partiront, c'est-à-dire une épuration ethnique, ce qui était à mots couverts le discours du Front National des années 80. Elle dit le but est d'assimiler les immigrés déjà présents et de gérer les flux migratoires. Et donc, sous-entendu, dit-elle, c'est nous, Front National, maintenant, qui essayons d'unifier les Français, et c'est le pouvoir, avec son discours antiraciste, donc ethno-différentialiste, qui divise le peuple contre lui-même pour continuer à fragiliser l'État-nation, pour continuer à promouvoir l'idéologie mondialiste. Elle identifie l'euro comme une ligne de fracture politique centrale, ce qui en 2012 était quand même déjà assez clair, je crois, pour tout le monde, mais elle aurait pu ne pas le faire. Là, il y a un choix politique à un moment de sa part. Elle sait, quand elle fait ça, que elle coupe le Front National d'une partie de son vivier électoral, parce que, ma foi, il faut bien dire que
quand vous prenez une position anti-euro, vous vous coupez d'une partie de l'électorat âgé. Elle le sait, elle le fait quand même, c'est un choix de positionnement, parce que pour elle, l'euro est un instrument de verrouillage d'une évolution vers une Europe fédérale, puis vers un État européen, oligarchique par nature, et donc vers la destruction terminale, en quelque sorte, de l'État-nation français. Le tout forme un discours qui est très éloigné, vraiment, des discours traditionnels de l'extrême droite en France. En fait, dans Pour que vive la France, Marine Le Pen apparaît pratiquement comme l'héritière du Jean-Pierre Chevènement de 2002, presque plus que comme celle du Jean-Marie Le Pen de 2002 au fond. J'exagère à peine en disant ça. Disons qu'il aurait suffi que Chevènement dise ni droite ni gauche, il aurait suffi qu'il durcisse un peu son discours sur l'immigration, et pratiquement, il serait arrivé en 2002 à un discours assez proche, vraiment, de celui tenu par Marine Le Pen en 2012. Il y a quand même une nuance importante, c'est dans le rapport à la revendication identitaire. Comme les chevènementistes, Marine Le Pen considère que la revendication identitaire ne fonde pas un discours politique. Je crois qu'elle a bien expliqué dans son livre qu'il existait un piège d'une sorte de sous-culture racialo-identitaire, on va dire, qui empêche une partie du mouvement national de penser en termes authentiquement politiques. C'est une sous-culture qui est régressive par nature, parce que ce qu'elle dit implicitement, c'est « on va défendre notre identité et ça sera bien ». Sauf que non. Oui, on peut défendre l'identité, bien sûr, mais ça ne suffit pas à fonder une ligne politique. La ligne politique, à un moment, explique Marine Le Pen, suppose une prise de position sur la question de l'État-nation. Alors, c'est quand même pas tout à fait la même chose que la gauche, on va dire, chevènementiste, qui, elle, carrément, refuse de considérer la légitimité du discours identitaire. Chez Marine Le Pen, il n'y a pas de remise en cause de la légitimité du discours identitaire, mais très clairement, il y a le constat que ce discours ne suffit pas à fonder, à proprement parler, une ligne politique. Alors avec tout ça, on a quoi? Eh bien, je vais essayer de vous expliquer comment moi j'interprète le discours que je viens de vous résumer à grands traits, qui a été incubé par Marine Le Pen entre 2006 et 2012, et finalement dont elle n'a pas beaucoup varié depuis. Elle ne s'est pas beaucoup éloignée de ce discours. Alors vous vous souvenez que dans ma vidéo sur Benoît Hamon, j'avais dit que pour moi, dans cette élection présidentielle, il y avait deux questions clashantes et décisives. L'immigration et l'euro. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres questions qui se posent, mais ce sont les deux questions décisives. Parce que là, où vous êtes pour ou vous êtes contre, c'est là que se définissent les positionnements. Immigration, stop ou encore, euro, oui ou non. Et comme il y a deux questions clés, ça fait 4 places, ça fait 4 positionnements possibles. C'est pour ça d'ailleurs, à mon avis, je vous l'expliquais la dernière fois, que Benoît Hamon est passé à la trappe, parce qu'il était quelque part entre M. Macron ici et M. Mélenchon, et il n'a pas trouvé son positionnement. Vous avez M. Macron, immigration encore, euro, oui, donc oui au libre-échange, oui au besoin à l'austérité ordolibérale, et oui encore de l'immigration, des flux migratoires. C'est le candidat de la mondialisation, Emmanuel Macron. Vous avez son symétrique, qui est ici, Marine Le Pen, stop à l'immigration, et non à l'euro, non au libre-échange. Et puis vous avez
deux candidats qui sont pour une partie de la mondialisation et contre une autre partie, ce qui leur posera d'ailleurs tôt ou tard des problèmes de cohérence. François Fillon, qui est clairement pour l'euro et pour l'euro-austérité et pour l'ordolibéralisme, c'est le candidat de l'ordolibéralisme, François Fillon, vraiment à l'état pur, mais qui est assez ambigu sur l'immigration, où il voudrait bien, je crois, pouvoir dire stop, mais il ne le dit pas vraiment parce qu'il doit tenir compte des intérêts du patronat, et puis aussi parce qu'il a le problème des centristes qui glissent vers Macron. Donc il a du mal d'ailleurs à occuper totalement son créneau ici. Il essaye d'être sur la ligne stop immigration, oui à l'euro, mais il glisse, qu'il le veuille ou non, un peu vers Emmanuel Macron sur la question de l'immigration. Et puis, on a Jean-Luc Mélenchon, alors lui c'est le contraire. Quoi qu'il en est, quoi qu'il dise, quoi qu'il cherche à nuancer, on voit très bien qu'il est sur une ligne immigrationniste. Même s'il essaye de ne pas trop le montrer, en pratique, son discours, sa position, son attitude font de lui un tenant de la poursuite des flux migratoires. Et sur l'euro, par contre, il est très clair, il est en opposition, donc immigration encore, euro non. Voilà les quatre candidats, effectivement, si j'en crois les sondages d'ailleurs, qu'on retrouve à la veille du premier tour comme étant les quatre candidats qui peuvent accéder au second tour. Ce qui fait d'ailleurs que nous avons, c'est de la combinatoire si j'ose dire, je crois pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, 6 deuxièmes tours possibles à la veille du premier tour. 4 candidats qui peuvent tous les 4 arriver au second tour, ça fait 6 deuxièmes tours possibles en théorie. Pour moi, le travail qu'a fait Marine Le Pen à partir donc de sa prise de contrôle du FN, mais déjà en fait un peu avant, c'est d'essayer de positionner le FN solidement sur ce carré-là, sur une ligne immigration stop, euro non. Elle aurait voulu probablement que cette prise de position-là, euro non, soit prédominante et que cette prise de position-là, immigration stop, soit un à côté. Elle aurait voulu probablement parce que, effectivement, quand on regarde les dynamiques à moyen terme sur la population française, on voit très bien que les gens qui ont un problème avec le refus de l'euro, c'est-à-dire pour dire les choses simplement les personnes âgées, vont être de moins en moins nombreuses à voter, il y aura de moins en moins de vieux ayant encore intérêt au maintien de l'euro, parce qu'au fur et à mesure que l'euro austérité va se produire, si vous voulez, les gens qui pensaient avoir quelque chose à perdre vont être de moins en moins nombreux. Et je pense d'ailleurs que pas mal de gens du baby-boom, qui sont les gros bataillons du oui à l'euro, vont dans les années qui viennent s'apercevoir qu'ils se sont bien fait avoir. Et en revanche, on a la montée en puissance d'un refus de l'euro-austérité très fort dans la jeunesse. Mais Marine Le Pen n'a pas pu complètement terminer ce repositionnement qu'elle esquissait dans Pour que vive la France, parce qu'elle a dû tenir compte des problèmes internes de son organisation, de la montée d'une opposition qui est plus ou moins en train de graviter autour de sa nièce Marion Maréchal Le Pen, même si c'est pas très clair, de l'existence aussi d'un certain nombre d'acteurs qui tentent d'organiser une droite hors les murs, qui est un peu le retour du projet de Bruno Maigret en 1998. Et c'est une des raisons, d'ailleurs indirectement, je pense, de l'émergence de Jean-Luc Mélenchon, parce que comme Marine Le Pen n'a pas pu positionner tout à fait comme elle le souhaitait le Front National, ça a ouvert un espace à Jean-Luc Mélenchon, à mon avis, ici. Et simultanément, elle n'a pas vraiment réussi à les grignoter, pour l'instant, sur l'électorat de François Fillon, parce que sur cet électorat-là, l'électorat des gens qui ont peur de la fin du système euro, évidemment, le Front National part avec un très gros handicap par rapport à François Fillon.
Donc pour l'instant, ce qu'elle a réussi à faire, c'est à repositionner le Front National assez bien ici, mais le socle qu'elle a su bétonner est assez restreint. Et c'est ce qui vous explique le souhait de beaucoup de gens manifestement parmi les dirigeants du FN d'avoir un deuxième tour Le Pen-Macron. Parce que vous voyez que la vie politique française maintenant peut se recomposer suivant 4 lignes de fracture. Il y a une ligne de fracture, le bas contre le haut, qui correspond assez bien à un discours que pourrait lancer Jean-Luc Mélenchon pour essayer d'aller plumer l'électorat FN, n'est-ce pas, ici? Il y a une ligne de fracture, la droite contre la gauche, le retour à l'ancienne fracture, avec un duel Macron-Fillon, qui est à mon avis assez peu probable, mais qui ne peut pas être complètement exclu. Et puis il y a potentiellement une ligne de fracture, plutôt les jeunes autour de Mélenchon contre les vieux autour de Fillon, qui pourrait éventuellement arranger, je pense, François Fillon à ce stade en tout cas. Parce que l'électorat âgé est quand même prépondérant, il ne faut pas l'oublier, nous avons un vrai problème maintenant en France. Nos présidents de la République sont choisis tout simplement par les vieux. Et puis vous avez la 4e ligne de fracture, la ligne de fracture entre un camp anti-mondialisation regroupant ceux qui sont stop immigration non à l'euro, ceux qui sont, bon, certes, plutôt oui à l'euro et stop à l'immigration, mais qui sont plus stop à l'immigration que oui à l'euro, ici, la moitié de l'électorat de Fillon, et puis ici, ceux qui sont, bon, plutôt oui à l'immigration, mais non vraiment à l'euro, et qui sont plus non à l'euro que oui à l'immigration, donc la moitié de l'électorat de Mélenchon. Et effectivement, en cas de deuxième tour, Le Pen-Macron, Marine Le Pen aura l'opportunité de finir le travail de repositionnement qu'elle avait esquissé en 2012 avec Pour que vive la France, avec d'un côté le camp anti-mondialisation des patriotes, et de l'autre, le camp mondialiste. Voilà ce qui expliquait la rédaction de Pour que vive la France, à mon avis, il y a quelques années. Voilà aussi pourquoi Marine Le Pen n'a pas refait de livre de campagne. Elle n'a pas de raison. Parce qu'en fait, ce qu'elle avait à dire, elle l'a déjà dit. Alors, maintenant, je voudrais terminer cette petite vidéo, si vous permettez, par une réponse aux gens qui m'ont dit « Mais pourquoi tu vas voter Marine Le Pen ?» Parce que je l'ai dit, moi je vais voter Marine Le Pen. C'est des gens souvent qui sont, je crois, mélenchoniens, et qui ont été étonnés que je sois sur le point d'aller voter Marine Le Pen, parce que ça les a surpris que quelqu'un qui a un discours qu'ils peuvent entendre, très largement, s'apprête à voter pour un candidat que eux, ils estiment disqualifié. Alors je vais répondre à la question, vous allez voir, c'est très simple. Et pour y répondre, je vous propose simplement de faire un petit scoring. Alors, une précision d'abord, je ne prends pas en compte les petits candidats. Ils sont très sympathiques, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Mais si vous voulez, j'ai pas envie d'aller voter pour un petit candidat. Je pense que ça sert à rien. Très honnêtement, ces histoires de campagne électorale, moi, ça me fatigue. J'en attends pas grand-chose, en fait. C'est juste l'occasion de dire ce que je pense et éventuellement d'essayer d'aller foutre un peu le bordel, au passage, pour rappeler quand même aux gens qui dirigent le système qu'il y a un truc qui s'appelle le peuple, et que de temps en temps, il faut au moins lui demander son avis et en tenir un peu compte. Voilà. Et pour ça, je pense qu'il faut voter pour des candidats qui ont une chance de perturber le système. Donc à partir de là, dans l'élection là qui se déroule, l'offre politique, j'ai envie de dire réelle, qui me paraît sérieuse, c'est Jean-Luc Mélenchon, François Fillon, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Alors il y a un candidat que j'écarte directement, c'est Emmanuel Macron, parce qu'il est tellement évident que ses idées sont
D'abord, très honnêtement, il faudrait les connaître. Enfin, je veux dire, c'est le Jean-Claude Van Damme de la politique française, lui. Bon. Et puis, de toute façon, il est sur une ligne générale dont on voit très bien elle est pas de nature à me séduire. Donc, je ne le mets pas dans le scoring, c'est pas la peine. Il me reste 3 candidats pour lesquels ça vaut la peine que je fasse un scoring. Jean-Luc Mélenchon, François Fillon et Marine Le Pen. Donc je vous propose de faire le scoring sur 4 items. L'euro, l'immigration, comme je vous disais, puis on va rajouter 2 autres, la politique étrangère et les questions de société. Jean-Luc Mélenchon, sur l'euro, très bien, je lui mets 8. Rien à dire. Sur l'immigration, 0 pointé. 0 pointé parce que moi je considère qu'aujourd'hui, après ce qui s'est passé en 2015-2016, la moindre des choses, c'est de dire qu'il faut une immigration par quota. C'est contrôler qualitativement sur le modèle de ce qui se fait dans les pays qui ont une vraie politique migratoire comme la Nouvelle-Zélande. Celui qui dit pas au moins ça, pour moi, c'est 0. Donc, Jean-Luc Mélenchon, 0. Politique étrangère. Jean-Luc Mélenchon, je lui mets 4. Je lui mets 4 parce que je le trouve pas clair. À un moment, il faut choisir. Je veux dire, la politique étrangère, plus encore que la politique intérieure, c'est au menu, c'est pas à la carte. Voilà. Si tu prends l'option lutte contre l'impérialisme américain, à un certain moment, tu es obligé de prendre l'option soutien à Vladimir Poutine. Dans la réalité du monde, c'est comme ça. On peut le regretter, on peut dire oh, c'est dommage, oui, mais c'est comme ça. Voilà, parce que pour lutter contre des mecs qui ont des milliers de têtes thermonucléaires, il faut avoir des milliers de têtes thermonucléaires. Tu as des milliers de têtes thermonucléaires, toi, camarade? Non. Et ben voilà. Donc si t'es contre l'impérialisme américain, t'es pour Vladimir Poutine. C'est bête, c'est méchant, mais c'est comme ça. Et comme tu ne le fais pas, camarade Mélenchon, eh bien, je te mets que 4. Je te mets 4 quand même, parce que tu dis des choses intéressantes, mais je te mets que 4. Sur les questions de société, enfin, allez, on va mettre 3 points pour Jean-Luc Mélenchon, qui est un type intelligent et qui est porteur d'un véritable discours éthique, réellement éthique, intéressant. Et les 7 points qui manquent, c'est pour l'entourage, front de gauche, gauchiste, enfin, toute cette gauche qui n'a toujours pas compris que le libéralisme libertaire est est un virus idéologique qu'on lui a inoculé, et qui ferait exactement les mêmes erreurs que celles commises par Jospin entre 1997 et 2002, quand il a été naïf, n'est-ce pas, sur la question de la délinquance, ou par Hollande ces dernières années, avec son éducation nationale qui enseigne le prédicat, son mariage pour tous, blablabla. Bon, allez, 3, on va mettre 3. Et l'ensemble fait que malgré son très bon score sur l'euro, et bien, M. Mélenchon, il se retrouve avec 15 points sur 40 possibles. Ce qu'il plombe, c'est ça, c'est surtout ça, c'est l'immigration. François Fillon. Alors François Fillon, c'est un peu le contraire. Bon, lui, sur l'euro, évidemment, je lui mets 0, puisque Fillon is the new Merkel, je veux dire, tout le monde l'a compris. Si jamais on a François Fillon au pouvoir, on peut directement dire qu'on a Angela Merkel au pouvoir, donc 0. Immigration, ouais, je vais lui mettre 4. Je vais lui mettre 4 parce que il dit quand même dans son livre Vaincre le totalitarisme islamique un certain nombre de choses qui montrent que le bourgeois catholique François Fillon, qui est pratiquement le bourgeois catholique archétypique, ne baissera pas son froc devant les gens qui voudraient imposer en France la présence d'un sous-islam wahhabite salafiste. Et puis je lui mets 4 quand même, parce qu'il parle
d'en faire de la nécessité d'une politique migratoire par quota. Donc quand même, il y a une prise de conscience. Je pense que, vous savez, il faut se méfier des bourgeois catholiques avec l'arrêt à gauche. Sarkozy, c'était un histrion qui parlait beaucoup, qui brassait du vent, qui disait qu'il allait passer le Karcher. Vous le mettez au pouvoir, il passe pas le Karcher. François Ré à gauche, il n'est pas du tout du genre à faire des déclarations à l'emporte-pièce, on va vous débarrasser des racailles, on va passer le Karcher. Mais soyez tranquille que s'il faut passer le Karcher, lui, il le fera à un moment donné. Donc on va quand même lui mettre 4. Et puis sur cette question-là, Marine Le Pen, on le verra tout à l'heure, quand même je marque une différence, je vais lui mettre 7. Mais Fillon, quand même, on va lui mettre 4. Sur la politique étrangère, je vais lui mettre 6, parce qu'il est malin. Il sait qu'il peut difficilement être ouvertement pro-Poutine, mais en fait, quand on analyse bien son discours, c'est très subtil. Il prend appui sur le discours néoconservateur pour dire oui, c'est vrai, la Russie est un très gros problème. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut discuter avec Vladimir Poutine. Et en pratique, quand on suit le parcours de Fillon, quand on voit ses relations avec Poutine, on voit très bien que là-dessus, on a quelqu'un qui saurait prendre les bonnes décisions dans de nombreux cas. Donc on va lui mettre 6. Et puis sur les questions de société, on va lui mettre 5. Parce qu'il est clair sur rien, donc il est à côté de la plaque sur rien, et franchement dans la plaque sur rien. Mais je pense qu'il y a un certain bon sens chez lui, en particulier sur les problèmes relatifs à l'insécurité, et sur la nécessité de garantir la sécurité de la population. Je pense qu'il fera le travail. Comme je vous disais, il faut se méfier des bourgeois catholiques. Donc avec tout ça, eh ben, il obtient 15 points, comme Jean-Luc Mélenchon. Alors suivant une décomposition très différente, mais comme Jean-Luc Mélenchon, finalement, il obtient 15 points. Maintenant, Marine Le Pen. Alors sur l'euro, je vais lui mettre 7, un peu moins que Jean-Luc Mélenchon, parce que je la trouve un peu moins claire que Mélenchon sur l'euro. Sur l'immigration, je vais lui mettre 7 aussi. Parce qu'elle est quand même beaucoup plus claire que Fillon. Elle a dit qu'elle allait stopper l'immigration. Je ne lui mets pas plus de 7 parce que je pense que la réflexion du Front National n'est pas vraiment terminée sur ces questions-là. Enfin, on va quand même lui mettre 7. Sur la politique étrangère, là, je lui mets 8. Je lui mets 8 parce qu'elle est allée en Afrique pour dire qu'il fallait remettre en cause le franc CFA, ce qui ouvre la porte à une politique d'adossement entre la conquête de leur souveraineté par les Africains et la reconquête de sa souveraineté par la France. Il est clair que si vous remettez en cause le système de pillage de l'Afrique, vous pouvez à ce moment-là beaucoup plus facilement négocier des accords de remigration avec les pays africains. Et puis bien sûr, elle est allée carrément se faire recevoir par Vladimir Poutine, ce qui est là très clair, on sait qu'elle a tiré des conclusions de ce qui se passe en politique étrangère. Donc 8. Et sur les questions de société, je vais lui mettre 8 aussi. Je suis à peu près d'accord avec tout ce qu'ils disent au niveau du Front National. Ils veulent abroger la loi Taubira, enfin la loi sur le mariage pour tous, et ils ont raison. En même temps, ils sont très clairs sur le fait qu'il faut prendre en compte les problèmes spécifiques des personnes homosexuelles. Là aussi, ils ont raison, mais effectivement, ça ne doit pas se faire. Je suis d'accord avec eux, comme ça a été fait dans le cadre de la loi sur le mariage pour tous, parce que le mariage est une institution hétérosexuelle. Si les homosexuels veulent avoir la possibilité de construire leur vie d'une certaine façon, tout ça peut se discuter, mais à ce moment-là, on ne va pas faire comme si les homosexuels et les hétérosexuels c'était pareil, parce que c'est pas pareil. Bon. Sur la question de l'éducation, c'est très clair. Dans son livre Pour que vive la France, elle en fait une priorité. Et très clairement, le discours, c'est on va remettre l'éducation nationale d'aplomb en restaurant l'autorité du prof et en rappelant que l'éducation nationale, l'école, c'est là pour transmettre des connaissances. Discours très bien, très net. Donc, 8 sur les questions de société. Donc vous faites le scoring au final, 7 plus 7 plus 8 plus 8, ça fait 30 points. Voilà.
Donc c'est pour ça que je vais voter Marine Le Pen. Il y a des gars qui m'ont dit « Ouais, mais Jean-Luc Mélenchon, c'est un meilleur dialecticien. » C'est vrai. D'autres, Jean-Luc Mélenchon, c'est un meilleur débatteur. C'est vrai. Dans les débats, il a été bien meilleur que Marine Le Pen. Il y en a d'autres qui m'ont dit « Oui, mais Marine, franchement, elle a un côté un peu, par moment, en dedans. On a l'impression qu'elle n'arrive pas vraiment à se transcender. » Moi, c'est vrai que le problème de Marine Le Pen maintenant, c'est que il va falloir qu'elle soit capable d'incarner quelque chose. Et c'est vrai que pour ça, il faut un certain souffle qui probablement va lui faire défaut. Mais en attendant, si vous voulez, j'ai un grand candidat qui peut aller au second tour, je ne sais pas si elle sera au second tour, mais qui peut, et qui fait 30 points. Les deux autres grands candidats pour lesquels je peux voter font 15 points. Donc vous voyez le différentiel, il est énorme. C'est sûr que si Marine Le Pen faisait 20, si Jean-Luc Mélenchon faisait 18, peut-être que considérant les qualités personnelles de Mélenchon, je dirais je vais peut-être voter Mélenchon. Mais quand c'est du 30 à 15, non. Et la cause de fond, hein, vous voyez, on la voit très bien. La cause de fond, on la voit très bien. C'est le zéro sur l'immigration. Et puis, bon, ici, sur les questions de société, le poids de cette gauche, de cette gauche qui s'est toujours pas guérie d'un certain nombre d'illusions. Vous imaginez un Mélenchon qui, sur l'immigration, aurait un discours de préférence nationale. Je rappelle que la préférence nationale, c'est pas la préférence raciale. C'est une mesure de Front populaire, hein, la préférence nationale, pour ceux qui connaissent l'histoire. Un Mélenchon qui aurait un discours en politique étrangère plus carré, disant oui, bon, puisqu'on s'oppose à l'impérialisme anglo-saxon, on va être avec Vladimir Poutine, parce que c'est comme ça, dans le monde réel c'est comme ça. Et un Mélenchon qui dirait à sa gauche un peu utopiste, un peu fumette, un peu vapeur. Bon, maintenant ça suffit. Une société, c'est pas une fumerie d'opium. Certainement, il peut. Je veux dire, il peut. Là, c'est pas 15 points qu'il a, hein. C'est potentiellement 40. Seulement voilà, il y a le Mélenchon tel qu'il est, avec son immigrationnisme latent, avec son flou sur la politique étrangère, avec comment dire, sa base front de gauche, sociétaliste, un peu en délire. Alors, c'est comme ça. Au moment où un électeur fait son choix, quand il cristallise son vote, et mon vote s'est cristallisé très tôt, c'est pas sur des... Sauf si l'électeur n'est pas politisé, mais si l'électeur est un minimum politisé, c'est sur les vraies questions, sur les questions clashantes, où c'est blanc ou c'est noir. Tu prends ta décision, tu tranches. Et sur toutes ces questions-là, et ben voilà, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, c'est du 30 à 15, c'est un score sans appel. Voilà. Et voilà pourquoi je vais voter Marine Le Pen dans quelques jours. Je ne sais pas si ça aura un résultat, j'en doute fortement. Je ne suis pas, vous l'avez compris, un fan des processus électoraux. C'est-à-dire que j'ai 48 ans, ça fait 30 ans que je suis en âge de voter. J'ai jamais vu qu'une élection change vraiment les choses. Hein. Bon, mais enfin quand même, puisqu'on nous donne l'occasion de donner notre opinion, je vais donner la mienne. Et donc je vais déposer un joli petit bulletin Marine Le Pen dans l'urne dans quelques jours. Cela dit, la prochaine vidéo fiche de lecture, ça sera sur les bouquins des petits candidats. Mais avant, je vais faire une petite vidéo que je vais probablement mettre en ligne dans un jour ou deux. Et puisqu'on vient de parler de Marine Le Pen, ça tombe bien, ça sera une vidéo sur la polémique qu'il y a eu récemment à propos du Veldiv, et des déclarations de Madame Le Pen, et des réactions des uns et des autres sur cette histoire, parce que j'ai envie de pousser mon petit coup de gueule. Voilà. Et je vous dis donc, à bientôt.